Merci d'être venu ce soir pour cette nouvelle séance du cycle des débats de l'INHA. Nous devions recevoir à cette occasion Hervé Mazurel, qui est maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne-Europe et co-directeur de la revue Sensibilité. Mais pour des raisons personnelles, il ne sera pas présent avec nous ce soir. Mais on est ravis d'accueillir Nathalie Bondil, que je remercie d'avoir accepté cette invitation, qui est directrice de l'Institut du monde arabe, spécialiste des questions du Caire au musée et de muséothérapie, qui vous sera présentée plus longuement par Sonia Faure. Donc pour rappel, ce cycle des débats de l'INHA a débuté il y a bientôt 2 ans. Il a pour ambition de relire les enjeux sociétaux contemporains à travers les problématiques de l'histoire de l'art. On invite donc chaque mois des personnalités du monde de la recherche en histoire de l'art à s'emparer de sujets d'actualité et à venir en débattre à l'INHA. Donc c'est un cycle qui permet vraiment de montrer que l'histoire de l'art n'est pas une discipline hors du temps, mais très ancrée dans le contemporain, attentive aux grandes questions qui traversent la société. On a d'ailleurs choisi de s'adosser pour ce cycle à un média, le journal Libération, spécialiste justement des grandes questions d'actualité et de société. Et ce sont les journalistes de la rubrique Culture du journal qui animent et modèrent chaque séance. Ce soir, c'est Sonia Faure, chef adjointe du service culture de Libération, qui sera en conversation avec Nathalie Bondil. Un format un peu spécial ce soir, et je la remercie. On a jusqu'ici traité de grands sujets qui ont fortement animé le débat public, comme l'intelligence artificielle, la crise écologique, les restitutions, les liens entre institutions culturelles et collectifs indépendants, la notion de préférence nationale, la question de l'enseignement de l'histoire de l'art en école d'art, ou encore la censure, la représentation du travail, et très récemment, la mode comme objet d'étude de l'histoire de l'art, mais aussi la réécriture de l'histoire américaine telle qu'elle est en train de s'opérer actuellement. Donc ce sont des sujets qui viennent confirmer que l'histoire de l'art en tant que discipline nous fait comprendre autrement les grandes problématiques qui traversent la société et qu'elles peuvent être abordées par le biais des images et des représentations. Ce soir, on va aborder une grande question plutôt méthodologique, à savoir si l'histoire de l'art peut s'écrire sous l'angle des affects et des sensibilités. Parce qu'on est toutes et tous touchés, émus, bouleversés par une œuvre, mais pour autant, l'écriture théorique sur les œuvres d'art dans sa tradition se réclame plutôt d'une certaine distance face à cette émotion. Et on assiste toutefois, depuis ces dernières années, à une modification de ce discours, de plus en plus d'enseignements, de publications, d'expositions s'intéressent à la question des sensibilités, des affects et du Caire comme sujet spécifique ou en tant qu'elle infuse dans tous les domaines. Pour citer entre autres, on voit des textes critiques mais aussi des expositions récentes dont le récit est construit à partir du sensible. Je pense notamment à l'exposition Toucher l'insensé présentée au Palais de Tokyo en 2024 ou encore la très récente exposition Art Brut qui s'est tenue au Grand Palais de juin à septembre dernier. Je tiens à signaler un ouvrage brillant paru l'année dernière, La grande conspiration affective de Romain Noël, paru au Seuil dans la collection du XXIe siècle, qui propose une forme totalement hybride de restitution de la recherche, je pourrais faire passer l'ouvrage après, dont le sous-titre est d'ailleurs un thriller théorique, puisque c'est le fruit de sa thèse en histoire de l'art, menée à Sciences Po sous la direction de Laurence Bertrand d'Orléac, et qu'il restitue sous la forme d'un roman dont on est le héros. C'est une recherche qui porte sur la pensée écologique, mais qui va bien au-delà et questionne avec, entre autres, beaucoup d'autres champs, mais aussi la forme même du langage de la recherche. Donc, je vais vous lire quelques phrases du début du livre qui résonnent très bien avec le thème de la séance. Et après, je laisserai la parole à Sonia et Nathalie. Je dois avouer qu'à un moment donné, j'en ai eu marre de la théorie, de sa prétention à changer le monde, alors qu'elle est incapable de changer sa propre forme, sa propre méthode, son propre mode d'élocution. Je m'intéresse à ces moments où la recherche fait tomber le masque et se met à pleurer en réalisant qu'elle n'a jamais été autre chose qu'une technique de survie. Je travaillais alors sur la souffrance animale à l'école des hautes études en sciences sociales. J'avais alors produit un mémoire qui m'apparaissait comme un trou
rempli de fantômes, au fronton duquel j'avais inscrit le principe méthodologique suivant. Sacrifier au pathos. Ce fut mon intuition initiale, mon impulsion originelle. J'allais suivre la piste affective. Et de mes aventures en mes aventures, tenter d'accomplir quelque chose comme un destin, chose contenue dans des entrailles, plus intimes que l'intimité même, mais qui étrangement ne nous appartient pas, puisque déterminée par une foule d'affects venus des quatre coins de l'espace et du temps. C'est pourquoi j'ai décidé de vous raconter mon histoire, puisque mes hypothèses de recherche et ma vie affective, solidaire, s'articulent sans cesse. Radicalement passif, disponible à toutes les mutations, j'ai au contraire fait vœu de me soumettre intégralement à ma recherche. Je suis devenue l'objet de mes objets, et le dispositif autoritaire s'est mué en jeu de rôle. D'une certaine manière, je n'ai fait que me laisser porter par le courant, comme si la recherche sur l'empathie que j'avais menée à l'EHESS n'avait finalement servi non d'hypothèse théorique, mais de principe méthodologique. Je me suis laissée affecter par toutes les œuvres, par tous les discours, par toutes les voix. J'ai accepté tous les partages, toutes les expériences. En tant que méthodologie, la joie m'a permis de ne jamais souffrir pour mener à bien ma recherche et la mise en forme. En laissant la joie venir parce que pour percer la croûte du savoir disciplinaire, de nouvelles manières d'écrire et de penser ne cessent d'apparaître. Je questionne les modes de transmission du savoir. J'allais devoir inventer d'autres manières de créer de la référence, c'est-à-dire du commun, d'autres façons de faire circuler des pensées et de rendre justice aux paroles et aux textes qui nous traversent, nous transforment. De la même manière, j'ai décidé de ne pas forcer le rapport aux œuvres. Elles ne sont mentionnées que si les circonstances l'exigent. Elles apparaissent moins en tant qu'œuvre, au sens où l'entend l'histoire de l'art, en tant que créature, qu'en tant que créature ou personnage. Je ne m'en suis remis à la description et aux commentaires qu'à des fins pratiques, pour donner à sentir une présence. De même, j'ai évité autant que possible de décrire les pratiques des artistes en quelques mots, comme cela se fait souvent dans la critique et les ouvrages d'histoire de l'art. Ce livre est un roman d'aventure, au sens duquel les œuvres et les artistes vivent, où le rêve et l'imagination font la loi. De rencontre en rencontre, j'ai très vite réalisé que le vocabulaire de l'histoire de l'art ne suffisait pas à rendre compte de ce que j'ai découvert, et qu'au contraire, il entravait plutôt la bonne compréhension du terrain sur lequel j'avançais. Oui, j'ai voulu exposer la théorie, mais trahir ses secrets, ses failles et ses imperfections, la rendre fragile, vulnérable et digne d'amour. Je passe la parole. Mais merci beaucoup Anne-Gaëlle. Effectivement, c'est une très belle introduction à la discussion qu'on va avoir ce soir. On a entendu parler des larmes de la recherche, du pathos, des entrailles, de l'intime, ce qui montre à l'importance des émotions dans la recherche théorique aussi. Comment l'histoire des sensibilités pourrait contribuer à une nouvelle histoire du regard, c'est un petit peu la discussion qui va nous réunir. Et comment les musées ont déjà commencé à écrire une nouvelle étape de leur histoire en accueillant justement la question des émotions et des points de vue à la fois dans les œuvres et dans les expositions, mais aussi dans l'accueil des publics. Alors, on va parler un peu de tout ça. Donc on est vraiment désolé qu'Hervé Mazurel ne soit pas là, il a vraiment pas eu le choix. Et on est il y a quelque chose d'assez chaleureux ici. Moi, ce que je vous propose, c'est que du coup, on fasse en tout 1 heure de discussion. Où on va commencer, je vais poser des questions à Nathalie Bondeville, qui a une lourde responsabilité là, de reprendre seule, mais on ne s'inquiète pas. On laissera de toute façon un bon quart d'heure à la salle si vous avez des questions, mais je me dis là, on est tous, encore une fois, entre nous, donc n'hésitez pas, si jamais, même au cours de la discussion, vous avez des questions, vous levez la main, pas trop longue évidemment, pour qu'on puisse après reprendre le fil, et on peut échanger comme ça beaucoup plus librement dans une conférence un peu plus guindée. Alors, je vous présente Nathalie Bondeville. Vous avez été nommée en 2021 directrice du département du musée et des expositions de l'Institut du monde arabe. Vous êtes muséologue et historienne de l'art de formation. Vous avez vécu une partie de votre vie au Canada, où vous étiez vice-présidente du Conseil des arts du pays, et où vous avez dirigé le musée des beaux-arts de Montréal de 1999 à 2020. Vous avez...
Ah bon, alors ah oui, 99, vous aviez un autre poste, effectivement, vous avez raison. Vous avez travaillé là-bas depuis 99, mais vous l'avez dirigé à partir de 2006, c'est vrai, pardon. Donc vous êtes réputé pour prendre très au sérieux la dimension sociale, le rôle social des musées. Vous avez été l'une des premières à penser justement le musée comme un lieu où des sensibilités très diverses peuvent s'épanouir, voire un lieu de réparation, en tout cas de soins et de bien-être, on va y revenir. Et vous avez été également l'une des pionnières de la muséothérapie, que vous avez commencé à enseigner à l'École du Louvre et à l'Institut national du patrimoine. Et enfin, on va y revenir aussi, mais je le dis tout de suite, vous avez publié un manifeste pour un musée humaniste en 2016. Donc on va voir ce que c'est qu'un musée humaniste et comment la question des sensibilités et des émotions est importante dans cette notion. Alors, je ne vais pas vous présenter Hervé Mazurel qui n'est pas là, mais malgré tout, en revanche, à travers lui, je voulais parler de l'histoire des sensibilités, puisque c'est un peu le thème, et comment cette discipline, enfin ce courant à l'intérieur de l'histoire est né. Donc Hervé, je peux le dire parce qu'il n'est pas là, c'est quand même une figure de ce courant historiographique. Il est notamment responsable, il co-dirige toujours la revue Sensibilité, qui est une revue formidable que je peux vous conseiller vivement de lire, qui est publiée aux éditions Anamosa. Il a aussi écrit un livre, L'inconscient, l'oubli de l'histoire, sur la psychanalyse, et contre Freud, il affirmait que la vie psychique, elle aussi, obéit à des... Enfin, alors Freud disait, lui, qu'elle obéit à des règles invariables, immuables et universelles, et lui dit au contraire, même nos traumas, même nos émotions, nos passions, sont en réalité porteurs de toute une histoire silencieuse et dépendent de l'environnement social et de la période de l'histoire où elles ont lieu. Alors l'histoire des sensibilités, c'est à la fois, c'est très vague, puisque c'est à la fois les émotions, les sentiments, les passions, les émotions collectives aussi, autant qu'individuelles. Et l'histoire des sensibilités tente de retrouver les manières de sentir et de ressentir d'autrefois. Donc on voit le lien que ça peut avoir avec l'histoire de l'art. C'est un courant relativement récent, puisqu'on dit souvent que le premier qui a évoqué la nécessité pour l'historien de se pencher sur la vie affective, c'est Lucien Febvre, dans un texte de 1941. Mais après-guerre, c'est plutôt l'histoire sociale et économique, évidemment, qui prend le dessus. Et il faut attendre les années 60-70 pour que d'autres figures de l'histoire, comme Arlette Farge, comme Philippe Ariès, s'intéressent à la question des émotions et des sensibilités. Et bien sûr, Alain Corbin, qui impose le terme d'histoire des sensibilités, qui travaille à la fois sur l'odorat, le son des cloches, le rapport des hommes au rivage, les phénomènes météorologiques, et qui passe d'ailleurs plutôt bien cette idée-là dans le grand public. Hervé Mazurel écrit souvent « Nous n'habitons pas les mêmes univers sensoriels que nos ancêtres, ni n'avons les mêmes modes de présence au monde ». C'est une question assez vertigineuse qu'on va voir ensemble, puisque tout d'un coup s'ouvre tout un champ de nouveaux objets de recherche. La joie pendant les grèves, comme Michel Perrault, le sale de Vigarello, etc. etc. Et bien sûr, les œuvres d'art sont à la fois une nouvelle source dans cette histoire, pour comprendre comment on ressentait justement à l'époque, et sont un nouvel objet de recherche. Alors vous, Nathalie, à votre avis, qu'est-ce que cette histoire des sensibilités peut apporter à l'histoire de l'art et au musée? En fait, je vais évoquer Hubert Reeves qui nous a quittés. Donc vous connaissez cet astrophysicien québécois qui a longtemps vécu en France et qui disait « la science a du goût ». Parce qu'en fait, on ne peut pas séparer donc, ce qui est scientifique de ce qui est sensible. Et il y avait une très jolie façon de l'expliquer, alors qu'il était à Vancouver, en Colombie-Britannique, et qu'il regardait un coucher de soleil. Il pouvait l'analyser du point de vue optique, donc il comprenait parfaitement le phénomène physique. Et en même temps, donc, il ressentait une émotion qui le bouleversait face à la beauté de la nature, tout simplement. Et en fait, on ne peut pas séparer donc, la science de la sensibilité, tout simplement parce que donc, nous sommes conçus comme étant des êtres de raison, certes, mais surtout donc, des êtres de sensations, d'émotions, aussi liés à la culture. En fait, pour citer aussi Antonio Damasio, qui est un neurologue extrêmement éminent, américain, il dit donc que le cerveau est un serviteur du corps. Nous ne pensons pas hors sol. Nous avons donc un organe donc, qui habite un corps
et qui lui-même donc, est traversé par des émotions à un temps T, et en même temps donc, qui comprend donc, ce moment-là au travers de son expérience, de sa mémoire. Et donc c'est la coordination, la combinaison de ces trois éléments, la cognition liée au cerveau, donc les émotions donc, liées à nos sens, et enfin donc notre mémoire qui est liée à notre culture, qui fait que nous interprétons le monde au quotidien. Et si c'était si simple, si nous n'avions pas de nombreux biais, donc on pourrait avoir la prétention d'être minimalement rationnel. En fait, il faut revenir à ce que Claude Lévi-Strauss dit, l'humilité principielle de ce qu'est l'être humain. Alors, très concrètement, ce que vous dites, effectivement, que même notre raison est liée finalement à l'expérience que nous avons, à la mémoire que nous avons des choses passées, montre aussi que les choses évoluent et notre manière de voir aussi évolue. Alors, les historiens de l'histoire des sensibilités ont montré qu'il y a certaines émotions qui avaient disparu. La componction, par exemple, c'est souvent un exemple qui est pris. Il y a la componction qui est donc ce regret, cette tristesse d'avoir offensé Dieu. Évidemment, dans notre monde, je ne dis pas que plus personne ne la ressent, mais elle devient moins importante qu'au XVIIe siècle, par exemple. Il y a aussi d'autres émotions qui naissent. Donc, il y a Thomas Dodman, un historien franco-britannique, je crois, qui a écrit une histoire de la nostalgie, qui est paru au Seuil en 2022, et qui montre comment on peut dater, en tout cas c'est sa thèse, l'apparition de la nostalgie au XVIIe siècle, quand des soldats suisses qui occupaient l'Alsace, enfin qui campaient en Alsace, avaient tous un mal, alors c'est pas eux, c'est pas les soldats suisses, tombaient tous malades d'un mal assez mystérieux, et que c'était finalement le mal du pays. Il y a un jeune médecin de 19 ans qui en 1688 a mis le mot sur la nostalgie, sur le mal du pays. Alors en histoire de l'art, est-ce qu'on pourrait dire comme ça, il y a des choses qui ont évolué dans le regard? Je pense par exemple aux couleurs. Est-ce qu'on regarde les couleurs dans le passé comme aujourd'hui, ou d'autres choses, d'autres éléments des œuvres et de l'art? Oui, mais en fait, ce ne sont pas nos émotions qui ont changé, c'est plutôt la façon de les qualifier, parce que chaque mot a un imaginaire. Je passe vite sur cette image que j'adore. Donc c'est une paléosculptrice, c'est formidable, hein, donc qui présente Lucie, la soi-disant aïeule de l'humanité, donc qui est donc totalement obsédée donc par cet objet que nous avons dans nos poches. Donc là on parle de réactions donc émotionnelles qui sont de type affect, un peu pavlovien, et donc pour lesquelles donc nous sommes tous soumis. Mais là, pour répondre à votre question, donc je référais aussi à l'ouvrage de Jeremy Curring que vous avez déjà reçu, qui est sorti donc il y a 2 ans. C'était les iconophages, une histoire de l'ingestion des images. Et en fait, Jérémy explique très très bien dans son ouvrage qu'il y a donc une relation à ce que nous nommons aujourd'hui des œuvres d'art, donc qui était totalement différente donc pendant des siècles. Finalement, donc cette lecture donc qui est beaucoup plus intellectuelle, disciplinaire, elle est relativement récente. Donc même des salons de Diderot donc s'exprimaient avec beaucoup d'émotions, donc vous les avez lus, donc quand on était au salon, c'était le cinéma de l'époque. Enfin, il y avait vraiment énormément d'émotions qui s'exprimaient de la part des spectateurs quand ils voyaient donc ces grands tableaux. Il faudra attendre ensuite Walter Benjamin, donc Warburg, etc., pour pouvoir nommer aussi donc à Louis Riegel donc ce que c'est que la discipline même de l'histoire de l'art. Mais pour autant, donc ces émotions qui existaient face à des œuvres, et comme ici vous avez un retable, donc en fait c'est un moulage en plâtre d'un retable qui se trouve en Allemagne, et c'est un moule c'est un moule à pain d'épices avec une représentation de la crucifixion. Donc en fait on mangeait la crucifixion, si vous voulez. Et Jeremy Curring explique que donc pendant des siècles, le rapport donc avec les œuvres d'art, aussi parce qu'il était motivé par donc le culte, la vénération, était un rapport extrêmement physique. C'était un rapport qui pouvait être donc lié donc à la superstition, à l'espoir, au vœu. Donc on connaît donc les œuvres prophylactiques, et du coup donc une œuvre, une sculpture, un autel incarné, un tableau donc incarné donc cette volonté de
un espoir que l'on pouvait mettre donc, dans une œuvre. La Contre-Réforme a extraordinairement bien joué de cette puissance des œuvres d'art donc, dans son esthétique de propagande. Alors, je pense que ce rapport que nous avons à l'histoire de l'art et ce rapport très intellectuel donc, n'est que finalement extrêmement récent. Ensuite, il serait tout à fait factice d'imaginer qu'on peut donc, observer une œuvre d'art sans avoir aucune émotion ou tout au moins aucune sensibilité. D'ailleurs, le mot esthétique vient de donc, sensation. Parce que ce phénomène que nous avons à voir une œuvre d'art, on va plutôt parler d'œuvres d'art visuel, parce que ça peut s'exprimer avec la musique et bien au-delà, même avec les paysages. Donc on le comprend parce que quand vous avez donc, une œuvre qui vous plaît, qui vous interpelle, je ne parle pas de... Nous sommes harcelés d'images au quotidien, donc on est aveuglé même par ces images qui nous entourent. Mais quand une œuvre vous interpelle, tous, là, vous êtes tous des amoureux des musées, j'imagine, eh bien, quand cette œuvre-là donc, va vous accrocher, on dit qu'il faut à peu près 4 secondes pour qu'elle puisse susciter en vous, consciemment ou inconsciemment, une réaction. Et en fait, donc, cette œuvre-là, mettons qu'il s'agisse d'un portrait, je pense à Autodix par exemple, que j'adore, ce portrait donc, va vous interpeller. Eh bien, vous allez avoir donc, à la fois le phénomène optique, donc, qui va traduire donc, ce que vous voyez, mais en même temps, donc, ces neurones donc, vont aussi donc, être doublés d'autres types de neurones qui vont aller chercher dans votre mémoire des éléments d'interprétation pour comprendre, pour décoder ce que vous voyez. Ce sont d'autres types de neurones beaucoup plus longs qui vont à 375 km/h, figurez-vous. Je cite Jean-Pierre Changeux, je ne suis pas neuroscientifique. Et en fait, donc, c'est à la fois donc, ces phénomènes optiques liés donc, à cette mémoire, donc, cette expérience individuelle, et en même temps avec un temps T, donc, qui va faire que vous allez interpréter donc, cette œuvre-là. Et figurez-vous que cette œuvre, vous allez pouvoir l'incarner dans votre cerveau, et c'est très bien dans le texte de Noël, comme une créature, donc comme une entité vivante. C'est extraordinaire quand même. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et en fait, donc, c'est ce que vous voyez, donc, que ce soit le visage d'un être aimé ou un paysage ou encore un tableau, eh bien, en fait, sera toujours interprété donc, par ces 3 éléments qui est donc l'optique physiologique, donc la mémoire, donc, qui est liée à la culture, et enfin votre émotion à un certain moment. Et tout cela va faire en sorte que, si ça se passe bien, parce que vous pouvez aussi avoir des œuvres traumatiques, mais là on va parler d'émotions plutôt sympathiques, en fait c'est que cet étonnement donc, va créer une espèce d'explosion cognitive cérébrale et qui va faire en sorte que vous allez avoir votre neuroplasticité, vos circuits neuronaux et notamment des neurones miroirs qui vont donc s'activer. Et si la rencontre est bienfaisante, si vous aimez cette œuvre-là, à ce moment-là, donc, il y aura des sécrétions d'hormones endogènes, donc, et notamment, on connaît le phénomène de Stendhal, vous allez avoir, donc, par exemple, des phéromones qui pourront se déclencher naturellement avec une œuvre qui va vous subjuguer, vous allez tomber en amour avec une œuvre d'art. Donc vous avez véritablement donc, des hormones, et toutes sortes d'hormones, la sérotonine, donc l'ocytocine, etc., donc, qui vont se déclencher. Alors je parle d'une rencontre agréable, je ne vous parle pas d'être donc, face à une œuvre qui vous traumatise, parce que ça existe aussi. C'est pour ça que l'art n'est pas innocent. Il faut faire attention. Voilà, avec toutes ces neurones et ces hormones, j'ai l'impression que vous re-rationalisez les émotions, là. C'est qu'en fait, moi je ne rationalise rien. Simplement, donc, nous avons la chance donc, au XXIe siècle d'avoir donc, ces conclusions qui sont liées à l'imagerie médicale et à des progrès en neurosciences qui sont extrêmement récents finalement, qui nous permettent de comprendre donc, nos biais donc, qui sont extrêmement nombreux et qui fonctionnent également quand vous avez donc, une œuvre et cette émotion esthétique donc, face à vous. On ne parle pas de beauté, on parle d'émotion esthétique. Et en fait, cette émotion esthétique, et ça c'est encore plus fascinant, donc, quand donc, elle s'active donc, à l'intérieur des différents lobes de votre cerveau, en fait, elle va pouvoir, elle va aussi activer certaines zones qui sont liées à votre sexualité. Donc, parce que qui dit beauté dit santé.
Donc c'est vraiment cet instinct amoureux, esthétique, va vous amener donc à finalement vous reproduire avec une personne qui permettra donc une meilleure reproduction de votre espèce. Ça, c'est vraiment la base. Et alors, on le transporte avec des œuvres, puisqu'en fait, on a ce même phénomène. Mais au départ, cette émotion esthétique, si on l'observe donc sur les machines d'imagerie, donc elle s'exerce de la même façon si on a une photo d'un être aimé, par exemple. Alors, je suis loin. Ah oui, non, mais c'est très loin. Alors, sans dire que tous les directeurs de musées aujourd'hui sont aussi pointus que vous sur les neurosciences, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, dans les musées, il y a eu une petite révolution. Bon, on a vu à quel point l'histoire, elle, avait accepté les émotions, d'étudier les émotions avec autant de sérieux que l'histoire économique ou sociale. Est-ce que dans les musées aussi, il y a eu une bascule, enfin en tout cas c'est ce que je crois, une meilleure considération de tous les regards et de toutes les sensibilités et de toutes les émotions qui pouvaient se porter sur les œuvres. Et notamment celle des visiteurs et pas seulement celle de l'expert ou du commissaire. Oui, tout à fait. C'est vrai que, bon, alors là, on est avec des schémas beaucoup plus classiques et qui sont en ce moment beaucoup plus contestés par les plus jeunes générations. C'est-à-dire qu'on est moins dans une approche taxinomique de l'histoire de l'art, disciplinaire, donc telle qu'on l'a reçue et qu'on l'a étudiée depuis le 19e siècle. Là, effectivement, donc avec une horizontalité dans notre interprétation donc, de l'œuvre d'art ou de l'histoire de l'art, qui correspond à beaucoup d'autres champs de notre d'information, tout simplement, parce que donc, on est plutôt dans une approche qui est liée à la conversation qu'à la conservation dans les musées. Et donc c'est vrai que ce basculement donc, que l'on voit dans les musées, en fait, il s'opère dans bien d'autres domaines de nos vies. On le voit par exemple dans le domaine médical. Donc auparavant, il y avait le chirurgien, la figure du médecin, donc, qui était toute puissante. Et puis donc maintenant, on voit de plus en plus des approches qui sont liées donc aux patients partenaires, qui amènent leur expertise. La même chose donc pour en pédagogie de l'éducation. Toutes les théories du care donc qui viennent des États-Unis au départ, donc c'est John Tronto, donc Carol Gilligan, etc. Donc ont vraiment essaimé, contaminé donc toutes les sciences de l'éducation pour amener davantage d'intérêt donc vers la parole donc des étudiants ou des élèves donc pour pouvoir les écouter. Et on est sur cette horizontalité finalement qui se substitue à cette approche de sachant qui est un peu le monologue des experts. Alors moi je ne suis pas du tout contre l'histoire de l'art, je trouve ça extraordinaire, mais c'est vrai qu'on doit faire l'effort de s'ouvrir donc à d'autres voies pour ne pas être dans la cacophonie, mais tout au moins dans une polyphonie. Et alors justement, c'est beau l'expression on passe de la conversation, enfin on passe au contraire de la conservation à la conversation, c'est-à-dire comment elle se manifeste cette conversation? Alors là, donc j'ai mis des petites images comme ça. Après, on reviendra. Ça c'est très intéressant. J'avais fait faire un exercice. Alors, il y en a certains qui vont peut-être faire des bons, mais donc je travaillais avec une école de graphisme et donc sur le nouveau musée à l'Institut Monde Arabe sur lequel je travaille, et en fait qui avait imaginé donc de faire une cartographie du musée décolonisé. C'était vraiment donc les étudiants donc qui s'étaient emparés de la question et qui ont fait cette cartographie là, donc, qui est un exercice d'examen, et en fait donc elle montre aussi comment donc on positionne le musée par rapport aux nouvelles générations qui vont poser des questions qui maintenant semblent tout à fait donc en tout cas donc évidentes, qui ne peuvent pas être censurées de l'espace du musée. Et quand vous voyez donc ces questions, alors comment l'art complète notre vision du monde, ça va, mais jusqu'où faut-il décoloniser, ai-je hérité de biais colons? Alors ça, moi je suis américaine, alors, aussi, donc ça m'amuse. Bref, donc est-ce volé, etc., etc. On voit bien que quand on a la stature de l'historien de l'art ou du conservateur, donc, ou du commissaire, donc on est un peu bousculé donc, par ces approches participatives qui sont de plus en plus valorisées. Alors, je vous dirais que les approches participatives, elles existent donc, dans l'histoire des musées, l'histoire muséologique, notamment donc, depuis les musées de société, les écomusées. Dès les années 70, il y a eu vraiment toute une révolution. Mais c'est vrai que donc, dans les musées dits des beaux-arts, donc, cette approche-là
approche-là est beaucoup plus récente. Donc c'est finalement donc une approche de musée, soit de sciences, soit donc d'écomusées, qui va maintenant essaimer dans les musées d'histoire de l'art, qui étaient restés quand même assez fermés donc sur ces théoriciens immenses donc, que l'on a étudiés, Warburg, Riegel, etc., donc Walter Benjamin et autres, mais, et tous ceux à la suite, je veux pas, mais on avait vraiment cette nouvelle histoire de l'art qui entraîner un genre de hortus conclusus des experts, donc en évacuant donc la parole des autres personnes. En fait, une œuvre d'art ne peut pas être réduite à la seule interprétation d'histoire de l'art. Une œuvre d'art, elle peut se comprendre du point de vue de sa fonctionnalité, du point de vue de ses matériaux, du point de vue anthropologique, du point de vue de bien social. Et c'est aussi d'ouvrir donc à ces différents points de vue qui permet d'enrichir donc l'histoire de l'art elle-même. Et c'est pour ça d'ailleurs, et je reviens à mon image d'avant, pour refaire d'ailleurs une référence à Noël qui a été très bien citée au début. Quand on parle de différents types de disciplines, je pensais à Estelle Zong-Mingal, que vous connaissez aussi, avec les textes qu'elle a fait Apprendre à voir, ou encore, ici c'est un très joli livre qu'elle avait fait sur Peindre des fleurs, avec Georgia O'Keeffe, où elle se place du point de vue de l'abeille, qui va butiner le pistil, en très très gros plan, zoom rapproché de chacune de ces fleurs ici. Et c'est un exercice de subjectivité extrêmement intéressant. Et le plus passionnant du point de vue animal, et d'ailleurs Noël y réfère puisqu'il a commencé sa thèse sur la souffrance animale, c'est Éric Baraté. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des bouquins d'Éric Baraté. C'est absolument fascinant, parce qu'en fait il fait des autobiographies animales. Enfin, c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, comment se mettre dans la tête des animaux. Et c'est une approche extrêmement rigoureuse, où en fait il va utiliser à la fois des archives, en même temps il va travailler avec des éthologues, pour pouvoir interpréter des histoires très spécifiques du monde animal. Alors vous avez la girafe de Charles X, par exemple, dont il va analyser les comportements tels qu'on pouvait les voir du point de vue de ses accompagnateurs au XIXe siècle, et tels que maintenant les éthologues la comprennent. Pour aller très très vite, cette girafe, elle était décrite quand elle a été envoyée par le sultan d'Égypte en cadeau au roi Charles X, dans les années 1820. En fait, elle a fait tout un trajet où elle a débarqué de Marseille et elle a marché jusqu'à Paris. Et elle était extrêmement raide, et on la décrivait comme étant orgueilleuse, forcément, avec son grand cou. Et on s'est rendu compte que quand elle était entourée de vaches, de bovins, elle était beaucoup plus apaisée. Alors en fait, les éthologues maintenant comprennent. On analyse les gravures, etc. Bref, je pourrais vous multiplier les exemples. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce point de vue émotionnel n'est pas si loin, parce qu'en fait il nous ramène à ce que nous sommes en tant qu'hommes d'idées, et au fait que maintenant on comprend davantage ces réalités sur les cultures émotionnelles, y compris chez les animaux, parce que nous sommes très proches à 98,5% des chimpanzés en termes de génétique, et ce que l'on voit maintenant avec des analyses comme Franz de Waal, Jane Goodall qui vient de décéder malheureusement, ou encore Pascal Pic, c'est que les frontières entre le monde animal et le monde humain sont beaucoup plus proches, puisqu'on voit chez les animaux des sentiments d'émotion comme évidemment l'affection, évidemment la peur, mais aussi la politique, la justice. C'est absolument fascinant, parce qu'on a souvent séparé, pour conclure, d'un côté la cognition, la raison, de l'autre côté les émotions. C'était le « je pense donc je suis » de Descartes, où en fait on faisait des vivisections sur les chiens en disant s'ils braillent, c'est que en fait c'est simplement un réflexe. C'est épouvantable. Et puis il y a eu la révolution de Darwin, je ressens donc je suis. Et ensuite on est allé encore plus loin avec le jeu est un autre. Alors il y a eu toute une réflexion sur cette part émotionnelle qui est la nôtre, et qu'il ne faut pas mettre de côté. Au contraire, c'est la richesse même de notre
de ce que nous sommes. Et c'est sans doute pas un hasard aujourd'hui si justement ce qu'on appelle souvent la philosophie du vivant, que ce soit effectivement Esther Mangal ou Morisot ou autres, ont énormément d'écho chez les artistes, que ce soit art graphiste ou théâtre, enfin bon, il y a énormément de passerelles qui jouent. Alors là, vous avez dit beaucoup de choses. Je vais juste revenir en arrière sur quand vous disiez justement, il n'y a plus que le regard du commissaire d'exposition ou de l'historien de l'art. Il compte toujours, évidemment, il ne s'agit pas mais qui s'ouvre à d'autres regards et à d'autres sensibilités, du coup, même dans l'organisation des expositions. Et je pensais, mais effectivement, vous avez raison, c'est pas un musée des Beaux-Arts, c'est un musée dit de société, au MUSEM, qui avait fait une exposition Barvalo il y a quelques années sur la communauté gitane, Rome, Sinti, etc., où parmi la co-construction de l'exposition, il y avait aussi des associations de toutes ces communautés qui avaient participé, donné leur point de vue, même si évidemment il y avait aussi un commissariat d'historiens de l'art évidemment très scientifique, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et donc on est justement dans cette ouverture vers d'autres regards. Est-ce que c'est ça un musée humaniste justement aussi ? Je pense que c'est plein de choses dans ce mot et c'est vrai que c'est un peu un mot valise. Bon, pour le cas de cette exposition absolument remarquable, c'est Julia Fernoni qui a été une des maîtresses d'œuvre de ce projet. En fait, je vous le passerai. Donc, ce qui est intéressant avec l'exposition Barvalo, c'est qu'il y a eu la volonté de travailler sur la communauté dite gitane dans toute l'Europe et avec un point de vue extrêmement axé sur le partage d'expériences de chacune de ces communautés qui parlaient différentes langues dans différents pays. Ça a été incroyable comme travail. Franchement remarquable. Et là, c'était la communauté qui se racontait de son point de vue. Donc on n'est pas dans on est dans une approche où on se raconte soi-même, et où on va inviter ces différentes communautés gitanes à pouvoir faire leur propre exposition. En fait, il y en a beaucoup d'autres projets comme celui-ci. Celui-ci était assez extraordinaire. Je dirais que pour revenir à l'histoire de l'art, parce que dans Barvalo, c'était pas tant de l'histoire de l'art que de l'histoire de cette communauté en Europe, et justement de pouvoir aller contre les discriminations habituelles. Oui, absolument, tout à fait, absolument, remarquable, vous avez tout à fait raison. Donc ça a donné en fait un panorama esthétique sur cette communauté multiple. Et là, je pensais aussi je suis sur le jury Pierre Dex là, qui vient de donner un prix à Elvan Zurbanian qui a écrit Réunir les bouts du monde, esclavage, histoire et mémoire. Il y a 2 jours en fait, et qui est un travail très intéressant parce que on voit comment sur la question de l'esclavage, et là dans ce cas-là l'esclavage transatlantique, comment est-ce qu'on raconte une histoire, et on fait histoire de l'art pour raconter une histoire de personnes disparues, puisque la difficulté sur ces questions d'esclavage, c'est de pouvoir incarner, d'incarner celui qui est sans visage, sans voix, sans écrit, sans histoire en fait. Et du coup, elle a fait un travail pour incarner ces différentes histoires de l'esclavage, notamment dans les Caraïbes et aux États-Unis, au travers d'œuvres contemporaines, d'artistes qui permettaient justement de pouvoir réenchanter ou réanimer, redonner une émotion à ce qui était impensé. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit comment on utilise l'émotion qui est activée par des photographies, certes, de la documentation photographique, mais ça, c'est un fait. Et notamment, il y avait le texte de Éric de Chassé, qui a été primé l'année dernière, l'exprimer par rapport aux photos qui étaient faites à Auschwitz. Mais il y a la photographie documentaire. Mais le fait de travailler pour raconter une histoire, une mémoire avec de la création contemporaine qui permet de réactiver cette mémoire-là. Je trouve ça tout à fait intéressant parce qu'en fait, c'est un travail d'émotion qui crée une passerelle avec un passé qui n'a pas de visage. C'est intéressant parce qu'on voit comment effectivement la volonté d'élargir la prise en compte de certaines sensibilités, de certaines histoires, renouvelle aussi les formes.
Du coup, et en termes aussi d'exposition, les différents renouvellent aussi les thèmes d'exposition. Je voulais revenir aussi avec 2 expositions, donc une qui est malheureusement finie, Toucher l'insensé, dont Anne-Gaëlle a parlé dans l'introduction, donc Toucher l'insensé, début 2024 au Palais de Tokyo, sur la psychiatrie institutionnelle, les liens entre les troubles psychiques et la création. Et une exposition qui vient d'ouvrir à Lima, à l'Institut du monde arabe, et qui dure jusqu'au 28 juin, ça s'appelle Tenter l'art pour soigner. Peut-être que vous pouvez nous en parler. Oui, en fait, c'est sur cette question dite de l'art brut, qui est une notion extrêmement connotée et très discutée forcément, mais qui correspond, alors là c'est autre chose, c'est comment on ne fait pas tant histoire de l'art, mais donc on raconte comment ces approches de psychothérapie sociale, comme on le disait à l'époque, et bien donc ou d'art thérapie sociale ou de social art thérapie, donc ont permis dès les années 50-60 de pouvoir donner d'autres moyens de soins à des patients. Et là, dans ce cas-là, donc c'est une exposition que nous avons faite grâce à un fonds qui a été étudié, qui nous provient d'un docteur Kadour qui travaillait en Algérie à l'hôpital de Blida-Joinville dans les années 60, donc après l'indépendance. En fait, donc il a exercé auprès des patients qui avaient des pathologies en santé mentale, et à la suite de Frantz Fanon, que vous connaissez bien, qui était psychiatre dans ce même hôpital, pour pouvoir amener une autre vision de ces patients, donc non pas aliénante, donc non pas avec un point de vue carcéral et extrêmement dévalorisant, mais au contraire de leur redonner une condition de personne, et notamment par la création qu'il faisait. Alors il y avait à la fois de la céramique, des ateliers de peinture, etc. Et c'est ce que l'on montre dans cette exposition-là. Cela dit, la question de l'art brut, elle doit être quand même utilisée avec beaucoup de précautions, parce que ce sont des notions qui sont aussi très connotées du point de vue de l'histoire de l'art. Donc c'est Dubuffet qui a fait un travail extraordinaire par ailleurs, le musée d'art brut à Lausanne, etc. Et là, je veux simplement citer Baya. Je ne sais pas si vous connaissez cette artiste algérienne incroyable, qui en fait avait été qualifiée de surréaliste, d'artiste d'art brut, de toutes sortes de qualificatifs. Elle disait moi je suis Baya, et elle refusait absolument d'ailleurs d'être récupérée par ces catégories qui finalement étaient totalement éloignées de sa propre personnalité et de ce qu'elle voulait dire. Elle ne voulait pas rentrer dans une étiquette, elle ne voulait pas rentrer dans une catégorie. C'est vrai qu'on a cette question en ce moment de comment se positionner soi avec cet hyper-individualisme très exacerbé qu'on voit, par rapport à des catégories ou des étiquettes qui peuvent essentialiser très rapidement. Alors, il nous reste un bon quart d'heure, donc je vais vous passer la parole si vous le souhaitez, mais avant, je voulais reboucler avec ce que vous nous disiez au début sur finalement que l'art, biologiquement, de manière neuronale même, nous fait du bien, ce qui explique tout ce que vous avez fait autour du musée thérapeutique, autour de... à Montréal, notamment, vous aviez monté des projets, notamment, je crois, autour d'une exposition de Jean-Paul Gaultier avec des personnes anorexiques, c'est ça, non? Il y avait des troubles alimentaires, enfin, il y a eu énormément de choses. On a fait beaucoup de projets. Ouais, et il y avait même des prescriptions muséales. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, oui, en fait, il y a, ça se développe de plus en plus. C'est vrai qu'à Montréal, on a été très novateur. Donc, ça, je dois dire aussi que cette vision participative, qui amène chacun à finalement exprimer sa voix, elle vient aussi d'un modèle de gouvernance qui est très particulier en Amérique du Nord. Ça aussi, ça explique beaucoup de ces chaînes très descendantes au niveau du savoir, que ce soit dans les universités, que ce soit dans les musées, etc. Puisqu'en fait, quand on est en Amérique du Nord, on est dans des approches qui sont beaucoup plus horizontales, avec des pyramides de pouvoir qui sont beaucoup plus aplanies, et donc la collaboration de la société civile est beaucoup plus forte, elle se fait beaucoup plus naturellement. En France, on est dans des structures qui sont toujours très... encore aujourd'hui. Très top-down, comme on dit. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup appris. Je suis là-bas et j'ai adoré travailler justement avec cette société civile qui permettait de nous
ensemencé de toutes ces idées. La question, moi j'ai beaucoup travaillé avec nos équipes sur les questions de santé, donc par les arts, tout simplement parce que en fait j'étais très intéressée par cette question de l'émotion. Comment fonctionne donc, en tant que visiteur physiologique donc, cet impact de l'œuvre d'art donc, sur notre être. Et en fait, donc, grâce à l'anthropologie, grâce à l'éthologie, la primatologie, les neurosciences, la médecine, des soins de support, beaucoup. Donc il y a énormément de faisceaux qui convergent et qui permettent de comprendre que donc, cette émotion esthétique que l'on peut créer, générée par des œuvres d'art, mais encore une fois, donc, en musicothérapie par exemple, ils sont extrêmement élaborés, et bien donc on peut vraiment agir sur donc, le sentiment de bien-être, de mieux-être, voire de guérison. Donc ça c'est très et c'est pas rien parce que quand vous référez donc à la définition de la santé suivant l'OMS, donc en fait le fait d'être en bonne santé, c'est pas simplement le fait de ne pas avoir d'infirmité ou de ne pas être malade, donc c'est le fait de se sentir, d'être dans une situation de bien-être social, mental et physique. Donc quand on améliore donc son bien-être, on améliore donc sa qualité de vie, donc sa quantité de vie, et donc on améliore aussi donc sa guérison. Donc je ne vais pas aller loin, mais ce sont vraiment des approches qui sont très connues, on appelle des soins de support, et qui correspondent à des médecines intégratives, holistiques, qui ne sont pas simplement les médecines technicistes. Donc, on a une chimiothérapie quand vous avez un cancer, mais ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas simplement un cancéreux, vous êtes aussi une personne qui avait des besoins, et comment vous, finalement, vous réenchantez votre personne et votre humanité. Et à Montréal, effectivement, on a lancé des prescriptions médicales muséales, on a fait énormément de projets avec des médecins et qui étaient donc établis suivant des protocoles et qui étaient évalués également donc de ce même point de vue. Et du coup, d'ailleurs, il y a The Lancet, donc j'étais commissaire d'un projet intéressant international pour le journal de médecine The Lancet qui vient de sortir sur donc les arts et la santé suite donc à un grand rapport qui a été fait par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2019. Donc on voit donc, ces approches de plus en plus présentes dans les musées français, mais aussi en Belgique et en Suisse, surtout après la pandémie. Ça, il y a un énorme changement, c'est qu'après la pandémie, il y a eu beaucoup d'intérêt pour la santé mentale, parce que, évidemment, tout le monde s'est retrouvé confiné, les personnes âgées isolées, et donc ce sont des problématiques qui se sont imposées au cœur de notre problématique de santé publique, et donc et nos musées font partie de ce maillage qui permettent de répondre donc à ces besoins. Merci beaucoup. Je crois qu'on est déjà arrivé à la fin de notre échange. Merci. Merci. Il y a eu énormément de choses dites. Ouais. Merci beaucoup en tout cas et merci de votre attention. Merci.